J'ai annoncé dans la proposition de communication que c'était avec le Stade du Miroir que j'allais lire, que j'allais parler en fait de la veuve Manché, personnage central de Parents et amis sont invités à y assister. Oups. Ce drame en 4 tableaux avec 6 récits au centre d'Hervé Bouchard. L'automne dernier, j'ai pris environ 6 heures pour rendre intelligible le texte de Lacan et la poétique bouchardienne à mes étudiants lorsque j'enseignais le cours de littérature et psychanalyse au bac. Je me suis dit pourquoi ne pas retenter l'expérience, mais en 6 minutes. Cette fois-ci, il en reste environ 4, donc sans plus de préambule, je vais me lancer. Donc, permettez-moi d'abord de faire une espèce de petite capsule psychanalytique avant d'arriver à mon texte. En fait, dans son célèbre texte, Le Stade du Miroir, comme formateur de la fonction du je telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique, Lacan propose une sorte de mythe de l'entrée dans le langage, de l'entrée dans le symbolique, pour utiliser son jargon sans prendre le temps de l'expliquer. Au départ, l'enfant ne conçoit pas son corps comme un tout. Il n'a jamais vu son cou, par exemple. Il ne sait pas comment sa tête est accrochée au bas de son corps. Le sein ou le biberon font autant partie de son corps imaginaire que son genou, son coude, qui, à ce moment-là, ne lui sont pas d'une grande utilité, par exemple. L'enfant à ses côtés tombe et c'est l'enfant qui pleure. Il y a quelque chose de pas tout à fait fixé sur le plan de l'imaginaire du corps. Bref, il y aurait un moment entre 6 et 18 mois, le stade du miroir, où l'enfant aperçoit le reflet de son corps unifié dans le miroir. Cette image extérieure à l'enfant, elle ne coïncide pas avec ce qu'il ressent à l'intérieur, mais il doit tout de même l'assumer pour devenir sujet. Il doit faire sienne cette image, s'y reconnaître pour entrer en relation avec autrui et parler. L'enfant voit et accepte son image, authentifiée par l'adulte qui regarde l'enfant et lui dit « Regarde, c'est toi ». L'enfant a maintenant une image de lui à partir de laquelle il peut dire « je ». C'est ce qu'on appelle le moi en psychanalyse. C'est une expérience aliénante parce qu'elle éloigne le sujet de ce qu'il éprouve à l'intérieur, mais c'est une aliénation nécessaire, incontournable. Ne pas avoir l'image de son corps soudée à son être et à sa parole, c'est ce que vivent par exemple les psychotiques qui paient cher le prix de ne pas être assujettis à une image et qui d'ailleurs éprouvent parfois l'espèce de peur de voir leur corps se morceler et éclater en morceaux. Peur que j'illustre ici grâce à cette magnifique illustration de Gabriel Laila Titley. Une des grandes forces de l'œuvre de Bouchard, j'y arrive, donc il me semble, c'est celle de nous donner à lire ce qu'il en serait d'un improbable éclatement du corps, du je et du non. Parents et amis, ce n'est pas un texte psychotique, mais c'est un texte qui essaie d'imaginer des formes poétiques d'un stade du miroir manqué, pour le dire très très rapidement. Après avoir assumé une image de soi, le sujet doit aussi assumer un nom propre. C'est peut-être la première loi de l'entrée dans le langage que d'être assujetti à l'arbitraire de ce signifiant-là. Le nom propre fonctionne toujours de façon un peu métonymique. Il nous désigne, mais il ne coïncide pas avec l'entièreté de notre être. À moins d'être un personnage de l'œuvre de Bouchard, j'y arrive donc, ou un personnage biblique, on ne peut pas porter le nom de son corps. La veuve Manché, c'est le personnage, disons, un peu emblématique de cet enjeu présent dans toute l'œuvre de Bouchard. La veuve Manché échappe à cette première loi du langage. Elle porte le corps et, disons, le poids de son nom. Si elle est veuve, c'est parce que son mari est mort. Si elle est manchée, c'est parce que les bras lui sont tombés quand elle a appris le décès. Une métaphore lui donne son nom et ce nom lui donne sa condition de corps. On pourrait dire que Bouchard subvertit la fonction du nom. Chez Bouchard, le nom peut avoir des effets de corps et le corps des effets de nom sans arrêt. Il faut quand même un peu le lire, ce texte, pour voir comment cet enjeu se traduit dans son œuvre. Alors, je vous fais lire un petit extrait. C'est la veuve Manché qui parle dans Parents et amis sont invités à y assister et qui dit « Chaque fois que je me réveille, je me rappelle qu'ah ouais, il me manque 2 bras, les 2 que j'avais à la place du cœur. Et puis j'ai mal dans le dos. Chaque fois que je me réveille, je me rappelle qu'ah ouais, mon dos me le dit, l'aïné, l'aïnaliné, t'es mal à mancher.
Je dors dans ma robe en bois comme l'esclave coupé d'un magicien. Et puis mes jambes, ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je leur sens toute dure la graisse. Quelle comédienne aurait voulu qu'on lui coupe les bras pour me figurer, qu'on lui tue le mari, qu'on lui orpheline 6 fils prêts à la manger? Si je parlais pas, probablement que je cicatriserais. Bon, cette dernière phrase, si je parlais pas, probablement que je cicatriserais, m'apparaît assez importante. Elle place le corps et la parole dans un rapport bien particulier. Hein? La parole, un peu comme une espèce de rempart contre le retour du corps. Entrer dans l'ordre symbolique, assumer un nom et une image, c'est aussi ce qui permet qu'entre nous, on reconnaisse des gens, des corps, des silhouettes, des amis, des collègues, et pas seulement des masses de chair, on pourrait dire, ou de la viande. Nommer quelqu'un, c'est faire entrer dans un autre ordre que celui de l'animal. En temps normal, donc, on ne mange pas ce qu'on nomme. Il y a pour la veuve manchée justement quelque chose qui se défait sur le plan du symbolique. Depuis la mort de son mari, elle en perd d'ailleurs des morceaux de corps, ses bras, et elle a peur justement de revenir à la chair, de cicatriser. Elle croit que ses fils sont prêts à la manger. Elle se désigne aussi comme une Pasiphae, c'est-à-dire la mère du Minotaure, hein, qui aurait été une femme enfermée dans une charpente de vaches en bois et qui aurait été engrossée par un taureau. La veuve manchée, du haut de sa robe en bois, est souvent ramenée à son statut animal de viande, hors symbolique. C'est donc sur 3 citations un peu garrochées que je vais conclure cette communication. 3 citations où il est question du statut de viande de la veuve manchée. C'est donc elle qui parle et qui dit « Quand il n'y aura plus de place dans ma tête où m'évader, ils me verront comme une pièce de viande. Parfois, je pense qu'on a moins de place parce qu'on a moins de mots. » À propos d'elle, son amant, Laurent Sauvé, dit « Elle a le corps là, mais elle entend de toutes parts les voix outrées et les chants obscurs de la viande en elle qui lui parfument le trou. Elle est visitée, regardez, regardez. » Donc un peu cette idée de la viande qui parle, c'est un espèce de paradoxe que l'œuvre de Bouchard aime assumer. Et finalement, sa sœur qui dit à propos de la veuve manchée, « J'ai peur que sa robe se fonde et qu'elle s'échappe d'elle-même comme une qui perd sa viande crue et son jus. J'ai peur de ces paroles défaites qui défront toute la raison que j'ai. J'ai peur des trouées qu'elle fait en parlant quand elle me regarde et qu'elle dit. » Bref, la veuve manchée nous rappelle qu'avoir une image de son corps, c'est en soi une fiction anatomique qui peut à tout moment s'effondrer. Merci.